Oui, bonjour. On va peut-être commencer, Marine. Ah. Bonjour à tous. Et peut-être on va commencer par vous demander de vous rapprocher un peu. Parce qu'il y avait marqué atelier. Alors si on veut interagir, peut-être descendez un petit peu. Hein. Ça n'a pas l'air d'être une proposition qui séduit tous. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, parce que on a déjà dit beaucoup de choses. Donc on a préparé des présentations, hein, mais c'est plutôt dans l'idée d'amorcer la discussion. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Voilà, donc si vous voulez, on va commencer. Alors, je suis le docteur Catherine Bogner, je travaille dans l'unité nutrition diabète avec le professeur Avignon et on va animer cet atelier avec Sylvie Gâteau. Alors Sylvie Gâteau, diététicienne au CHU et un peu plus particulièrement impliquée dans l'obésité, que ce soit auprès de patients qui ont une obésité de tous les grades ou même qui envisagent la chirurgie. Alors, je crois qu'on a déjà vu beaucoup de choses, on a déjà parlé beaucoup d'éducation thérapeutique. Alors moi, j'ai prévu quelques diapos puisque je savais qu'on serait nombreux dans cet atelier. Hein. C'est pour vous faire réagir, c'est aussi, je vais vous les commenter, mais un peu en regard de ce qui s'est passé déjà pendant cette journée. Hein. Et avec, je dirais, une approche centrée sur la personne. C'est vraiment ça qu'on cherche à développer dans l'unité. Et c'est vraiment sur ça que je vais centrer cette intervention. Alors la maladie chronique, on est rentré dedans depuis toute la journée sur l'obésité, en sachant que c'est quand même assez récent qu'on envisage cela sous cet angle. Et certes, les gens ici sont sûrement convaincus, mais c'est sûrement pas le cas de tout le monde. On a régulièrement des personnes qui viennent pour des problèmes de poids, qui vont nous dire qu'elles cherchent un régime, que des médecins font des régimes. Donc on a déjà encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore dans cette dimension de la maladie chronique, qui restent dans le côté maladie aiguë, intervention ponctuelle. Hein. Et donc c'est sûr que les progrès, là on parle d'obésité, mais sur énormément de maladies, même le cancer, ont totalement obligé à revisiter la médecine et nos soins. Hein. Donc on est vraiment dans une dimension différente de la maladie chronique et la nécessité d'évoluer sur les prises en charge et la transversalité. Alors la maladie chronique et la complexité, ça on l'a déjà largement dit. Je vais simplement insister sur le fait que, en matière d'obésité, la dimension sociale et psychosociale est absolument capitale à prendre en compte. C'est un petit peu le parent pauvre dans ce que vous avez entendu, dans les intervenants qui ont dit la difficulté à avoir des psychologues ou des psychiatres formés. Et donc on a parlé aussi de motivation. Alors pour continuer sur cette dimension psychosociale, quelques éléments ici des motivations. Donc ce sont les écrits de personnes qui sont venues dans l'unité et on leur demandait finalement qu'est-ce qui les motive à venir chez nous. Alors bien entendu, il y a les douleurs des articulations, il y a la gêne, il y a l'essoufflement, donc toutes les complications médicales connues de l'obésité qu'on recherche et qu'on essaye de prendre en charge. Mais la plupart du temps, les personnes mettent en avant la gêne, les difficultés psychologiques, hein,
ne pas avoir confiance en soi, ne pas se sentir épanoui, s'interdire toutes sortes de choses, ne pas supporter de se regarder, de voir son corps, de se sentir même dissocié entre la tête et le corps. Donc c'est des choses qu'on retrouve assez souvent. Et puis on retrouve également tout ce qui a été regroupé sous le terme de la perception du retentissement social, donc le sentiment d'isolement, ne pas se sentir dans la norme, on a parlé des normes d'une société normée, les difficultés d'habillement, les personnes viennent consulter pour ça. Elles disent « j'ai du mal à m'habiller, je ne rentre pas dans les tailles courantes, je ne trouve pas ce que je veux ». Et puis toutes ces difficultés du quotidien, des discriminations sociales, des discriminations au travail, des difficultés pour s'occuper de son enfant ou petit-enfant. Donc là, on voit vraiment que par rapport aux maladies que les soignants ont été formés à prendre en charge, c'est la dimension sociale qui est au premier plan. Puisque finalement, si on prend un peu de recul par rapport à notre fonctionnement, nous sommes des soignants qui ont été et qui sont toujours, malgré tout, formés dans le modèle biomédical, de l'evidence-based medicine, bien sûr, qui a évolué vers un modèle biopsychosocial, mais je dirais, pour qu'on fasse vraiment de l'éducation thérapeutique, il faut revenir à aller un petit peu plus loin, je dirais, et aller à l'approche centrée sur la personne. Puisque si on dit juste le modèle biopsychosocial, donc c'est le psychiatre Engel qui a développé cette notion, mais on ne va faire que rajouter une catégorisation de plus, et rester un peu théorique. Alors après, l'approche centrée sur la personne, c'est ça qu'on cherche à développer dans l'unité. Alors ça, c'était juste pour vous dire l'efficacité, parce qu'on a parlé dès le début de la journée avec l'intervention du directeur, sur l'efficacité, l'efficience, on parle des évaluations, donc bien entendu, on veut mettre en avant ce qu'on fait, on veut arriver à du concret. Donc il y a des études, il y a des méta-analyses sur l'efficacité de l'éducation thérapeutique, même si c'est toujours complexe à mettre en œuvre, avec ce qui a été dit sur l'évaluation. Les objectifs, alors ça on a déjà largement dit. Donc moi je voulais vous parler de l'approche centrée sur la personne, et non pas uniquement le patient. Alors ça commence par l'accueil. Donc l'accueil, nous avons beaucoup travaillé dans l'unité sur l'accueil de la personne. Ça commence au niveau des secrétariats. Parce que dans la journée, j'ai entendu, on filtre, on trie, mais finalement, notre questionnement, c'est d'arriver à proposer des soins adaptés à la personne. Donc il y a toute cette question du positionnement du soignant et de l'importance de s'impliquer dans l'accueil. Surtout chez ces personnes obèses qui sont souvent des personnes de milieux défavorisés, comme vous savez, on a dit socio-économiques défavorisés, des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont déjà un regard lourd de la société et qui sont plus ou moins bien accueillies ou qui rencontrent beaucoup de difficultés de l'accueil. On a quand même, là on voit des gens qui ont eu des feux verts de chirurgie bariatrique, mais qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec le chirurgien. Il y a des grandes difficultés qui ne sont pas évidentes pour les soignants, parce que les soignants, on fonctionne dans notre monde. Donc ça, il faut vraiment arriver à... On insiste beaucoup sur l'accueil de la personne, on a des secrétaires qui ont été aux journées d'éducation thérapeutique, il y a tout un travail là-dessus. Et puis, bien entendu, centré sur la personne, ça passe par l'écoute. Bon, une écoute avec certaines caractéristiques, une écoute active. Et pour beaucoup de personnes, rien qu'une écoute active, attentive, avec de l'empathie, va déjà beaucoup les soulager. Beaucoup de personnes remercient l'équipe entière. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'écoute. Elles se sont senties écoutées, entendues, comprises, et moins seuls avec leurs problèmes. Bien entendu, différentes techniques d'entretien vont favoriser tout ça,
en particulier tout ce qui est technique de narration, de faire raconter. Hein. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'études au niveau de la mémoire qui montrent que la mémoire, c'est quelque chose d'actif, et de faire raconter à des personnes produit du savoir. C'est là où on va pas, c'est pas nous qui allons leur dire comment faire, mais quand les personnes arrivent vraiment à raconter en détail comment est-ce qu'elles font, comment est-ce que ça se passe, les problèmes qu'elles rencontrent, eh bien, assez souvent, dans la foulée, elles vont vous proposer quelque chose, elles vont faire une proposition d'action. Mais c'est quelque chose qui vient de la personne et c'est là où elle va avancer. Hein. Et c'est là où on est vraiment sur quelque chose centré sur la personne. Hein. Donc, bien entendu, il faut essayer de laisser du temps, des questions ouvertes, et puis les techniques de l'entretien motivationnel, qui est très utile pour explorer différentes motivations, notamment l'activité physique, etc., développée bien entendu par Rolnick. Hein. Et là, je vous ai mis donc dans cette réflexion sur l'approche centrée sur la personne, une réflexion sur les termes, les mots qu'on utilise. Hein. Et c'est vrai que dans l'unité, au travers des courriers que nous faisons toutes les semaines pour faire les comptes rendus aux médecins, nous avons toujours une réflexion sur les mots qui sont utilisés, puisque le compte rendu est transmis à la personne. La personne peut le faire modifier si elle trouve que ce qui a été dit ne lui correspond pas. Hein, donc, c'est une étape importante. On lui explique ça, on lui dit ça peut être modifié si vous jugez que c'est nécessaire, si vous estimez que c'est nécessaire. Et donc, c'est tout un travail pour les soignants de prendre du recul, d'analyser ce qu'on fait, et de voir si on est dans le registre classique du terme médecin, hein, avec des patients, des interrogatoires, des gens qui, on a dit aujourd'hui, qui avouent. Hein, est-ce qu'on est là pour faire avouer ou est-ce qu'on est là pour entendre les difficultés? On est toujours dans tous ces termes d'observance, de compliance, de règles hygiéno-diététiques. Hein, et on essaye de favoriser une terminologie qui est beaucoup plus sur la personne, de parler d'entretien, d'adhésion thérapeutique. Et dans les recommandations sur l'éducation thérapeutique de la personne, le terme de modification thérapeutique du mode de vie, plutôt que les règles hygiéno-diététiques, va être de plus en plus employé. Hein. Donc, toute cette réflexion, c'est important parce que c'est pas neutre. Hein. On est des soignants, on a nos habitudes. C'est important de réfléchir à la façon dont on s'exprime. Et c'est pour ça que le programme qu'on propose aux personnes s'appelle « Vivre mieux, équilibrer mon poids ». Donc, dans ce titre, dans ce nom, on n'a pas voulu mettre quelque chose autour de perdre du poids ou quelque chose de négatif. Hein. On a mis l'accent sur vivre mieux, puisqu'on cherche à améliorer la qualité de vie. La qualité de vie, la santé psychique et mentale, physique et mentale. Et puis, derrière ce terme de équilibrer mon poids, eh bien, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Hein. On est dans des prises en charge adultes. La perte de poids, on la recherche, mais souvent déjà équilibré, stabilisé, on a dit c'est quelque chose d'actif. Hein. Donc, ça nous permet d'avoir un abord très large. Hein. C'est dans cet esprit d'une vision très large de la santé. Et puis, donc, je voudrais parler des différentes relations avec la personne, puisque dans la relation soignant classique, je ne sais pas si j'ai une souris, non, hop, oui. Eh bien, on est dans la relation diagnostiquer, prescrire, ordonner. Hein, ça, c'est la relation que les médecins connaissent bien. À la fois, puisqu'on est dans la prise en charge de la maladie chronique, il y a toute la partie relation d'aide, suivi, hein, donc accueillir, soutenir, valoriser. Et puis, à certains moments, la relation devient quelque chose autour de la pédagogie, puisqu'il y a des compétences, il y a des choses à apprendre, il y a des liens à faire. C'est pas du tout les mêmes relations.
Et tout ça, quelque part, c'est important que ce soit expliqué à la personne, parce que la personne aussi, elle a du mal à comprendre les différentes casquettes, les différentes fonctions. Il y a différents intervenants dans des équipes pluridisciplinaires. Elle a du mal à suivre tout ça. Il faut arriver à lui expliciter. Alors la relation d'aide, je crois que on pourrait dire beaucoup. Il y a des temps particuliers. C'est tout au long de la relation, bien entendu, mais quelques mots sur la relation pédagogique, puisque ça, on le développe, les gens viennent pour ça. Il y a des temps, et en particulier les temps de groupe. On veut développer des savoirs, des apprentissages. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de relationnel. C'est pas neutre. D'où toutes les difficultés qu'on rencontre, puisqu'on fait des schémas théoriques, de premier recours, deuxième recours, troisième recours, et puis après on voit que beaucoup de personnes court-circuitent tout ça, parce que les personnes fonctionnent avec le relationnel qu'elles ont développé avec une personne ou une autre, et finalement peu importe pour eux toute cette organisation. Et vous savez que dans le côté pédagogique, la relation qu'on noue, quand on a été à l'école, les professeurs, les maîtresses, tout ça, on n'a pas les mêmes relations et on n'apprend pas tout à fait de la même façon, suivant les personnes. Et puis, bien entendu, il y a la motivation, il y a des motivations fortes, il y a des personnes beaucoup moins motivées, ça va conditionner la suite. Et puis, il faut bien entendu prendre en compte les représentations des personnes. Donc, et après, il y a tout ce qu'il y a théorie sur la façon dont on apprend et schématiquement, quelque part, pour faire évoluer, changer les connaissances, il faut quelque part faire un conflit cognitif. Alors, à la fois, ça peut être assez violent par moment. Quand on a des personnes qui ont été, des femmes qui ont fait des régimes restrictifs pendant des années, avec des médecins, comme je leur dis, encore plus convaincants que nous, et convaincus. Donc on leur a dit et expliqué un certain nombre de choses, et on voit clairement que quand on revient avec une approche basée sur des sensations alimentaires, sur des choses à l'opposé de ce qu'elles ont appris, sur un contrôle alimentaire qui n'est non pas externe mais interne, c'est un conflit, ça peut être très difficile. Il y a souvent un refus. Les personnes sont en difficulté. On ne va pas passer d'une attitude, d'une certaine façon de voir aussi vite que ça. Les internes me disaient, oui, c'est plus facile chez les jeunes qui n'ont pas tout ce passé. Donc le conflit cognitif, oui, il faut être interpellé par ce qu'on entend, sinon on ne va pas évoluer. Mais en même temps, c'est difficile, c'est souvent douloureux. Et c'est là qu'on a le rôle d'accompagner les personnes. Alors bien entendu, en groupe, on ne va pas reprendre en détail, mais le groupe a le grand intérêt de favoriser des points de vue différents. Disons qu'on va avoir une espèce de miroir décalé pour les personnes, puisque les personnes vont voir d'autres personnes qui expriment des choses ou des situations qu'elles ont déjà vécues, mais en même temps, c'est plus loin. C'est moins, il y a moins d'émotions parce que c'est une autre personne, et c'est là où elles vont arriver à faire des liens, à changer leur vision ou à réagir. Ou des gens qui disent, oui, suite à l'atelier, je ne veux pas être comme ces personnes, je ne suis pas comme ces personnes, et ça a une action moteur. Donc, et puis bien entendu, il y a l'effet d'apprentissage par les pairs qui est bien connu. Alors là, c'était pour vous rappeler qu'on a dit les personnes changent, mais les changements de comportement, c'est difficile, les vrais changements. Pour qu'il y ait un changement profond, c'est complexe. Ça suppose de se référer à différents modèles, de voir un peu où en est la personne par rapport à l'acceptation de sa maladie, de son problème, les stades de changement, si elle pense qu'elle peut avoir un impact sur sa vie, pour savoir si c'est quelqu'un qui a un locus de contrôle interne, externe, ce genre de choses. Donc on change, mais c'est compliqué. Et puis on va chercher à ce que la personne développe différentes compétences. Donc bien entendu, il y a les compétences d'auto-soin, les compétences plus techniques, savoir gérer sa maladie. Donc ça va être plus sur la diététique à proprement parler, l'activité physique.
Mais souvent, ça va être des compétences qu'on appelle adaptatives, hein, ou psychosociales. Donc ça va être informer, éduquer son entourage. Bien entendu, on demande à l'entourage, on offre la possibilité à l'entourage de venir, mais c'est pas toujours possible. Donc souvent, c'est la personne elle-même qui va devoir avoir un rôle d'éducateur auprès de son entourage pour essayer d'avoir une cohérence dans l'action. Hein. Après, établir des liens entre sa maladie et son histoire de vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à évoluer tant qu'elles n'ont pas bien compris ce qui leur est arrivé. Même si c'est évident pour le soignant, il faut favoriser ces liens pour que ça s'éclaire à ses yeux et qu'à partir de ce moment-là, elle puisse mettre en œuvre son projet. Hein. Donc Sylvie va développer un peu ça. Bon, le cadre de l'ETP, et ça c'était Marine Vidal qui m'a communiqué les différents programmes en Languedoc-Roussillon, donc peut-être on va passer. Alors je ne vais pas vous détailler ce qui est fait dans l'unité, hein, ça tourne autour de ce qui a déjà très bien été expliqué, hein, à part que vraiment on essaye de mettre la personne au centre. Hein. Donc nous avons deux programmes autour des problèmes de poids, vivre mieux, équilibrer mon poids, et puis il y a le programme pour les candidats à la chirurgie bariatrique avec toute l'équipe autour. Donc finalement, on voit qu'on a des personnes qui arrivent vers nous, qui sont à différents stades d'acceptation de la maladie, hein, souvent dans du déni, ou une espèce de résignation, parce qu'à force d'être dans l'échec, de ne pas savoir quoi faire, il y a de la résignation, de la dépression. Nous, on va leur proposer un certain nombre de compétences, enfin d'apprentissage et d'outils. C'est ce qui est sur la droite, hein, des techniques avec le travail sur les sensations alimentaires, le test de la faim, de recherche de la faim, ce genre de choses. Et on s'aperçoit que pour qu'elles puissent s'approprier ces techniques, il y a tout un travail à faire, en général, sur des choses comme sortir d'une pensée magique. Hein, donc il y a plein de choses qui vont faire un petit peu écran, je dirais, où on a besoin de les accompagner avant qu'elles puissent vraiment s'approprier les outils. Donc finalement, pour conclure, l'éducation thérapeutique du patient, c'est vraiment un outil, à la fois pour répondre à un certain questionnement et historique de la médecine, intégrer tous les progrès de la médecine, et les personnes ont beaucoup de questions autour de tout ça, et en même temps pour essayer de proposer quelque chose de rationnel, et quand même efficient, puisqu'on est quand même dans la vraie vie et on est obligé de prendre en compte les contraintes médico-économiques. Hein. Donc pour ma part, je dirais que les soignants doivent se former, et il y a beaucoup de personnes ici, hein, donc c'est très encourageant. Nous avons beaucoup d'internes qui se forment et qui continuent à se former et qui restent en lien avec nous. Hein. Il y a un grand besoin, on a vu au cours de la journée, de coordination et des difficultés à se coordonner à l'intérieur d'un hôpital, avec la ville. Et je vais laisser Sylvie continuer.